Des gros mollets. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un énième épisode des Gros Mollets. Bonjour Théo. Bonjour Victor. Comment vas-tu Théo? Très très bien, et toi-même? Très très bien aussi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Pierre Desjardins et non pas Dujardin. Comment vas-tu Pierre? Eh bien, particulièrement bien. Pierre, on est vraiment content de t'accueillir ici dans un des épisodes des Gros Mollets parce que tu es connu, en tout cas principalement à Thoin, pour ceux et celles qui ne le savent pas, en tant que correspondant de presse. C'est-à-dire que tu t'es rendu dans de nombreux événements publics de la région afin d'en rendre compte pour certains journaux. Nous, on t'a connu comme le visage qu'on voyait à chaque événement qui valait la peine d'être vécu. C'était un peu comme ça qu'on percevait les choses. Du marché aux fleurs, au concert d'académie, à... Fancy Fair, fête d'école. Ouais, par exemple, vraiment partout. Et c'était toujours une grande fierté quand tu venais nous parler avec ton petit calepin et ton appareil photo parce qu'on avait l'impression d'être les stars du lendemain. Donc voilà, nous ça nous intéressait de t'interroger dans le cadre des Gros Mollets parce que comme on disait, t'es quelqu'un qui a arpenté beaucoup d'événements culturels, mais on découvrira que tu n'as pas fait que ça, bien évidemment. Tu as fait bien d'autres choses, mais tu as dû quand même avoir le temps de voir évoluer la vie sociétale, la vie sociale à Thoin. Et ce serait vraiment intéressant pour nous de pouvoir avoir un petit peu de ton regard là-dessus. Alors commençons par le commencement. Tu es né à Binche, Oui, me semble-t-il. au pays d'un certain tambour, qui n'est pas celui de Thoin. Donc je suis né à Binche chez mes grands-parents, ce qui fait que pendant mes 20 premières années, où je les ai connus à Binche, j'ai fréquenté le carnaval, pas en participant, mais en résidant quand même, on logeait là-bas, et donc c'était le carnaval dimanche, lundi, mardi, à temps plein, à différents stades de la jeunesse, donc avec des permissions plus ou moins grandes suivant l'âge qui avançait. Donc très bon souvenir, avec bien sûr le souvenir d'être éveillé par le tambour qui venait chercher les gîtes. Donc c'était des moments super. On se précipitait à la fenêtre en pyjama et tout ça est bien agréable. Donc voilà, un lien là avec ce premier tambour, et je pense que le rythme, il entre dans l'oreille puis il n'en sort plus, je crois quand même. Bon, voilà. Comment ça se passe par la suite, ton éducation, ton début professionnel? Oui, donc né à Binche, mais tout de suite rapatrié dans mon vrai pays, si on veut, hein, qu'on appelle, nous, le pays des grands arbres, puisque c'était à Reims. Papa était instituteur, donc il a changé l'une ou l'autre fois d'emploi en fonction des possibilités pour lui d'avoir une carrière épanouissante. Donc on a habité 10 ans à Reims, 10 ans à Solre-Saint-Géry, donc dans les alentours de Beaumont. Toute la famille habitait Civry, donc tous mes grands-parents, tous mes oncles et tantes. Donc parfois on me dit que je suis de Civry, mais non, je n'ai jamais habité à Civry. Mais bon, je connais bien puisque j'y ai vécu pendant des vacances, la Ducasse, etc. Et donc un pays qui est le pays vert, des arbres comme j'ai dit, mais aussi des prairies, des pâtures, alors que ici c'est plus finalement la culture. Donc c'est un petit peu un changement de pays. Et puis pour son boulot, de nouveau, papa a été nommé au collège de Bonne-Espérance. Donc on a habité Binche de nouveau une fois parce que les grands-parents, eux, n'y étaient plus. Et puis papa a été sollicité pour venir ici au Sacré-Cœur. Donc nous sommes arrivés à Thoin. Et là, j'avais dans les 23-24 ans. J'ai travaillé un petit peu au CESIT, donc l'École nationale spéciale derrière les web. Et c'est là que j'ai rencontré mon épouse. Mon épouse étant de Gauzé. Nous nous sommes établis à Gauzé parce qu'elle a des racines à Gauzé jusqu'au centre de la terre. Je crois qu'elle est parente avec tout le monde. Ce qui fait que de mon côté, je ne suis, je ne vais pas dire de nulle part, mais de beaucoup d'endroits. Ce qui, je pense, me donne une certaine ouverture, puisque je ne suis pas absolument chauvin pour un lieu plutôt que pour un autre, et que je connais différents endroits, mais je me sens vraiment chez moi dans la botte du Hainaut. C'est vraiment là mon lieu. J'ai été travailler en plus plus de 30 ans à Froidchapelle,
où mon autre grand-père avait fait toute sa carrière d'institut aussi, et donc je me sens très fort de Froid-Chapelle aussi, dans une ambiance très, très sympa, sans mnoul, comme on dit, sans manière, très nature, et voilà, ça c'est mon secteur, je vais dire. Ok. Donc, attends, Binche, Rance, Binche, Thoin, Froid-Chapelle. Ça ferait une bonne course cycliste, ça. La Desjardins, tu vois. Donc, tu commences à travailler par la suite en tant qu'assistant social, en fait. Oui, c'est en tant ça qu'assistant social, oui. Donc, ça, c'était, et pendant toute ta carrière d'ailleurs, ça a été ton activité principale, en fait. Encore qu'au départ, donc, je quitte Thoin à un moment donné pour aller à Froid-Chapelle, où j'ai fait ma plus longue période de travail, je vais dire. Et ça, c'est une institution qui se crée. Donc, j'ai participé avec la directrice vraiment à la mise en route de cette institution qui hébergeait des personnes handicapées physiques adultes, donc la plupart en voiturette. Les adultes, c'est-à-dire d'une vingtaine d'années, jusque la plus âgée a eu 90 ans, je pense. Et donc là, c'était fort intéressant aussi, parce qu'on a mis ça en route, avec des essais, des erreurs, etc. Et c'était vraiment une expérience fort intéressante. Et mon job au début a été d'être plutôt chef éducateur. Donc j'étais responsable du personnel éducateur et je me suis mis vraiment sur le terrain. J'ai mis la main à la pâte. Il y a d'autres substances aussi, je vais dire. Et donc c'était vraiment une période extrêmement riche où on accompagnait finalement des gens qui n'avaient pas eu la chance que nous, on a de pouvoir décider nous-mêmes de ce qu'on fait et de pouvoir le faire, quoi. Et donc, j'ai vécu ça vraiment comme un accompagnement, parce qu'au bout du compte, eux nous apportaient autant que nous, on apportait, dans cette relation un petit peu difficile, que eux, ils n'avaient absolument pas choisi d'être handicapés, forcément. Et donc, ils étaient dans une certaine souffrance. Et nous, finalement, je ne dis pas qu'on en profitait, mais c'était un petit peu ça. On gagnait notre vie en leur rendant service, hein, alors qu'eux auraient voulu travailler. Donc la relation est un petit peu compliquée. Il faut savoir l'assumer, la vivre et s'apprivoiser l'un l'autre, quoi. Mais expérience humaine très riche, très intéressante. Puis après, on a dû avoir un assistant social dans l'institution obligé par le pouvoir subsidiant. Comme j'avais le diplôme, j'ai pris la place. Ça a été une autre approche, je vais dire. Et à ce moment-là, j'ai été aussi correspondant, ce qui fait que ça donnait un très bon équilibre humain, disons, d'avoir ce boulot très prenant d'une part, et de notre côté, cette ouverture à toute une série d'activités diverses et de rencontres diverses à ce moment-là, dans la région de Thoin, puisque j'ai été sur l'entité de Thoin, et les correspondants, c'est un peu c'est leur territoire, quoi. Je ne dis pas qu'il y a des barbelés autour, mais on ne va pas sur le terrain l'un de l'autre, si ce n'est pour dépanner, des choses comme ça, mais on est la référence pour un territoire. Donc en fait vraiment tu avais tes deux univers en fait, hein. Du lundi au vendredi tu étais dans cette institution. Comment elle s'appelle? Elle existe encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est donc l'accueil à Froid-Chapelle, l'Institut d'accueil. Voilà, donc tu étais à l'accueil du lundi au vendredi et puis à Thoin le week-end, oui, à Thoin, en Tudigny. Et parfois aussi un peu le week-end au boulot à Froid-Chapelle, et parfois aussi en semaine à Thoin, puisque malheureusement le conseil communal se faisait le mardi souvent, et donc il fallait aller au conseil communal le mardi. Si je travaillais le mercredi, il fallait taper le conseil dans la nuit, quoi, hein. Donc c'est pas toujours très évident, mais enfin ça fait partie du business, et voilà, ça allait. Mais du coup, cette expérience de correspondant, elle commence comment? C'était quelque chose que tu as provoqué? On est venu te chercher? Comment ça se passe? Oui, la question est intéressante, parce que je me faisais cette réflexion-là après vous avoir vu une première fois. C'est que finalement, je pense que c'est plutôt aux États-Unis que c'est très mis en valeur, les gens qui ont dit qu'ils sont des gens qui se font eux-mêmes, hein. Self-made men. Voilà, self-made men. Eh bien, moi, j'en suis pas du tout, hein. Finalement, je me rends compte que mes différentes activités, elles m'ont été plus ou moins proposées, suggérées, mais je n'ai pas décidé moi-même ce que je faisais. Et dans le cas précis du correspondant local, qu'on appelle localier, dans le nord de la France, c'est un beau mot aussi, je trouve, localier. Et donc là, c'est mon épouse qui voit un jour dans le journal, parce que ça,
nouvelle parenthèse, il faut dire aussi qu'on a toujours eu un journal papier à la maison, et quand on s'est marié, on faisait encore à l'époque des listes de cadeaux que les gens pouvaient barrer, ah ben moi je trouve ça, etc. Et dans la liste, on avait mis un abonnement à un journal, et on a eu ce cadeau-là comme... Donc le journal fait partie un peu de la vie, et donc dans ce journal qui était à l'époque Le Rappel, mon épouse voit qu'on cherche des correspondants locaux. Et elle me dit, moi je ne l'avais même pas vu, et donc elle me dit, ah ben regarde, ça te conviendrait bien, etc. Et je dis, bah non, pas vraiment, je ne vois pas bien. Et ah ben si, qu'elle me dit, on va en vacances, on fait des fêtes de famille, tu prends des photos, tu fais des petits commentaires. Ah bon, ben oui, donc à ce moment-là, j'ai été me renseigner. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc là, c'est de nouveau pas moi qui ai choisi, mais j'ai été invité. Et bon, je dois un énorme remerciement à mon épouse, parce que c'était une expérience vraiment extrêmement intéressante de pouvoir comme ça aborder oui, ma région, mais plus que ma région, les gens qui y habitent et qui la font vivre. Ça, c'était super intéressant. Et est-ce qu'il y a eu à un moment donné la façon où tu expliquais qu'au début, tu faisais les photos en vacances, ces petits commentaires ou quoi, t'as eu la même approche au début, ou alors t'as directement eu, je sais pas si une formation, quelque chose qui t'a Oui, on a eu une formation, clairement. On était au journal, je sais pas combien de soirées. Ça a été assez conséquent quand même. Formation à la fois sur le plan de la rédaction, sur le genre de texte qu'il fallait faire. On ne fait pas une photo pour un journal comme on fait une photo dans la vie de tous les jours, quoi. La photo, d'ailleurs, la plus difficile à faire, c'est la photo d'une inauguration. On inaugure un bâtiment, et ce qui se fait dans ce cas-là, c'est que les autorités de la ville ou du bâtiment coupent le ruban, mais ils coupent le ruban pour entrer. Et donc le photographe se met à l'intérieur du bâtiment et il photographie la coupure du ruban. Mais c'est pas ça qui est intéressant de voir. C'est ce qui est en train d'être inauguré, c'est le bâtiment. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça s'apprend aussi. Il faut bouger, il faut... ça, c'est une technique à avoir, et ça s'apprend aussi un peu au fur et à mesure. Et on avait eu des cours aussi de photos à ce sujet-là. Et mon tout premier reportage, ça a été la marche blanche qui a eu lieu à Thuin. Et Gino Russo et son épouse sont venus. Mais ils sont arrivés après la marche. Ils ont été reçus à Touilly, dans une salle à Touilly, où on a refait un espèce de débriefing. Télésample, les journalistes étaient, eux, sur le lieu de la marche, donc ils n'ont pas su que Gino Russo venait à ce moment-là. Moi, j'ai su parce que mon beau-frère s'occupait de la marche, et donc, pour mon premier petit témoignage, c'était assez valorisant. J'étais le seul et donc, j'ai fait des photos de Gino Russo. C'était mon premier reportage. J'étais encore en cours à l'époque, et donc j'étais avec mon appareil. On a projeté les photos, et donc j'ai eu mes photos commentées par un spécialiste, Monsieur Beaumariage, qui était une fine pointe dans la photographie. Donc c'était vraiment une belle expérience aussi, ça. On est vers quelle année, là ? Je pense qu'on devait être vers 97 par là, je pense. Ok. À ce moment-là, tu habitais déjà Thuin ? Non, Gauzé. Gauzé, pardon. D'accord. L'entité. Gauzé n'est pas Thuin. Ok. Et depuis longtemps ? Toi, tu emménages à Gauzé depuis 76. Ok. Ouais. Ah oui. Donc, je me suis marié en 76, et puis voilà. Ok. Ta carrière d'éducateur, assistant social à Froidchapelle, certains moments, et de correspondant de presse à d'autres moments, suit son cours. Comment est-ce que ça évolue avec le temps ? Comment est-ce que tu grandis à travers les années ? Ce qui me frappe surtout, c'est cette chance, cette opportunité de pouvoir aller mettre son nez un peu partout. Et ça, un petit peu de plus en plus, parce que de fil en aiguille, on connaît des gens. Et donc le fait, par exemple, d'aller à un souper, ce qu'on appelle nous les soupers boudins, qui sont en fait pas des événements extraordinaires, mais que ce soit d'un groupe de marcheurs ou d'un groupe de cyclos ou n'importe quoi,
ça te fait à ce moment-là ce qu'on appelle une photo légende. C'est-à-dire que tu fais une photo et tu mets juste 2-3 lignes en dessous. Tu ne sais pas expliquer beaucoup. Mais en allant là-bas, tu rencontres Pierre, Jacques, Paul, etc., qui te parlent d'autre chose, d'autres événements. Tu prends un peu tes marques et ça se crée comme ça un réseau intéressant qui fait que tu es au courant de ce qui se passe dans la région. Et ça, c'est une chance aussi, quelque part. Hein. Et aussi le fait que quand tu vas quelque part, c'est pour faire écho de ce qui se passe. Et donc les gens, en général, sont extrêmement accueillants parce qu'eux, ils ne demandent pas mieux qu'on fasse écho à leur manifestation. Et une fois qu'on a pris ces marques en tant que correspondant local, est-ce que y a un moment où tu dois chercher des sujets à propos desquels tu dois écrire, ou est-ce que tout vient à toi? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe sur lequel tu dois écrire, ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit mince, là il se passe pas grand-chose, je sais pas trop quoi dire? Oui, mais bon, il y a quand même beaucoup d'événements qui se passent. Il m'est arrivé de faire sur un week-end 13 reportages, tu vois, donc ça c'est quand même un peu lourd. Et puis alors, il y a des périodes creuses aussi. Hein. Un petit peu après le Nouvel An, par exemple, ou bien pendant les vacances. Et donc là, on avait aussi des consignes du journal pour s'atteler à ce moment-là à des séries, par exemple le patrimoine ou l'histoire, etc. On prenait des sujets ou par exemple les petits magasins. Donc on est dans une période comme de grande surface, etc. Et il fallait retrouver des tout petits magasins. Et donc ça, on trouvait encore à l'époque le magasin où tu allais, on pesait sur la balance les produits que tu demandais, y compris le café, des choses comme ça. Quoi. Donc, tu vois, ça c'était des sujets plus... de thèmes, quoi, une série ou les moulins. Et donc ça, c'était intéressant aussi parce que c'était découvrir quelque chose un peu d'intemporel. Et oui, ça, c'était plus les vacances, ça, je pense. Au niveau des événements que tu as dû couvrir, j'imagine que l'avancée avec... est-ce que c'est un outil plutôt que tu as utilisé, les réseaux sociaux, au niveau pour savoir un peu ce qui se passe à gauche, à droite, ou c'est une fois que tu avais tissé tes liens un peu partout, on venait te contacter et donc tu n'avais pas forcément besoin d'aller voir un peu ce qui se passait sur Internet à gauche, à droite? Non, j'ai pas beaucoup utilisé les réseaux sociaux, mais je suis pas moi-même très porté à ça, tu vois. Donc, oui, les gens... il y avait déjà de fût que le bulletin communal avec tout le calendrier. Donc déjà, c'était une bonne source. Et puis alors, je te dis, de fil en aiguille, et alors les gens venaient déposer le papier dans la boîte aux lettres. Hein, t'oublies pas de venir, ou bien coup de fil. Ceci, c'est la fête de la potale. Donc, ouais... Et puis il fallait essayer de combiner parce que tu avais parfois plusieurs événements en même temps. Hein, donc, Est-ce que cette période où tu as fait ta réputation et du coup les gens sont venus te chercher, elle a duré longtemps? Ou est-ce que tu t'es très vite fait un nom et on est assez vite venu te chercher sans forcément que toi tu aies à aller voir à gauche à droite ce qui se passe? Mais il y a deux éléments. C'est que j'ai commencé avec Roger Foulon, puisque Roger Foulon était là comme le correspondant d'office, je vais dire. Donc je venais un peu en deuxième ligne. Ça, c'était une chose. Et puis, donc, oui, ça s'est fait petit à petit. Et ça m'arrangeait bien, parce que comme je démarrais, je n'ai pas été tout de suite au gros turbin tout de suite. J'ai eu le temps un peu, comme tu dis, de m'adapter. Donc ça a été... Oui. Mais raconte-nous justement comment ça s'est passé, ça, ton arrivée avec un monument comme Roger Foulon qui occupe le terrain. Comment est-ce que toi, tu as réussi à faire ta place là-dedans? Oui, mais donc, comme j'ai dit, mon épouse voit l'article, je me présente à l'information qui se faisait dans les greniers de la librairie Molière à Charleroi, un beau grand espace. On était bien 200, 250 candidats. Hein, et donc, le directeur présente le rôle de correspondant local, voilà, ceci, ce qu'on attend de vous, etc. Et voilà. Et à l'issue, on était prié de manifester à la fois son intérêt voilà. Donc, du coup, avec la présentation qui avait été faite, oui, je dis, moi, ça m'intéresse. Et donc, après, je vais le voir, je dis, écoutez, votre projet, je suis partant, mais dans mon entité, moi, j'ai Roger Foulon, qui est une pointure supérieure, et donc, je ne peux pas
Et il me dit, ça, vous ne cassez pas, posez votre candidature, ça, on s'arrangera. Donc, je suis rentré à la maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit à Roger, est-ce qu'on peut se voir? Oui, bien sûr. Roger est toujours très, très accueillant. Donc, on s'est vu dans son bureau, je lui parlais du projet, et il m'a dit, qu'il n'y a pas de souci. Moi, je continue le boulot, ça me plaît, ça m'arrange. Je n'ai besoin de personne comme second. Et je crois qu'il m'a même ajouté, toi, tu ne connais pas grand monde, donc c'est pas le moment pour toi. Et il dit, moi, pas de souci. Je reste bien en bonne amitié avec lui. Et puis, je rentre à la maison, je fais un petit mot à la direction du journal en disant, écoutez, voilà, oui, ça m'intéresse, mais tant que Roger est là, j'ai été le voir, lui, ça n'intéresse pas que je participe, donc je me tiens à vos dispositions pour au cas où. Et puis il a téléphoné en disant, non, on vous prend, vous venez, vous suivez la formation, et puis nous, on s'arrange avec Roger. Et par la suite, donc, le vendredi, coup de téléphone à Roger, qu'est-ce qui se passe ce week-end, si et là, et puis on se mettait d'accord. Ça va, il n'a pas été trop fâché. Il n'a été fâché qu'une fois. Une fois, il y a eu mal donne. Il y a eu un conseil communal, c'était salle de la rénovation, où c'est la bibliothèque maintenant. Okay. On descendait là. Et donc, moi, le journal me téléphone en disant tu sais aller au conseil communal? Il dit oui, s'il faut. Il dit Roger. Non, Roger n'est pas libre. Donc, je me mets en route. Et comme c'était un de mes premiers, si pas mon premier, je vais bien à l'avance pour repérer un peu. Il y avait des tables réservées aux correspondants de presse, etc. Et donc, je m'installe à une table et je suis installé que quelques minutes. Qu'est-ce que je vois arriver? Roger, avec son imperméable un peu gris comme ça, son cheveu blanc, il me voit, il me fonce dessus. Qu'est-ce que vous faites ici? Là, il ne me tutoyait plus, c'était « Oups ». Et alors, il me dit « Écoute, désolé, mais moi, on m'a dit que tu n'étais pas libre. »« Oh, mais si, c'est moi qui le fais. » Et donc, voilà. Mais ça en est resté là. On est redevenu bons copains après. Donc, tu es parti? Il n'y a pas eu de souci. Ah non, je suis resté. Non, tu l'as fait. Ah non, je suis resté. Et donc, j'ai fait un conseil communal en mettant plein d'humour. Mais je ne le retrouve plus. Autrement, c'était un bon conseil communal que j'avais rédigé. J'appelais Brochard à Cam-le-Rouge et Ducarme à ce moment-là Barbe Bleue et Cousin Jean le Catholique. J'avais mis là, je pouvais me le permettre, ça ne serait pas publié, tu vois, donc voilà, pour tout dire. Ah oui, tout ça n'a pas été publié. Non, ça, du coup, ça n'a pas été publié. Non, c'était l'officiel qui est passé. Okay. Je n'ai même pas transmis au journal, je crois. Du coup, oui, petite précision, à ce moment-là, le journal, c'était Le Rappel. Et de Le Rappel. Qui est devenu Vers l'avenir. Vers l'avenir, et maintenant, l'avenir tout court. Voilà. Une source m'a parlé de toi en me conseillant de te demander comment tu avais tué Roger Foulon. Ah oui. Oui. Donc là, ça se situe tout début du mois de septembre, peut-être même le premier, rentrée des classes. Et donc, cette année-là, le journal, pour des raisons de marketing, décide de faire une photo de toutes les premières années primaires de toute la région wallonne où le journal est distribué. Et donc, on a des consignes bien précises, qu'il faut que les photos soient rentrées à tel moment, prises en format paysage, etc. On ne pouvait pas, on était déjà à ce moment-là au numérique, on ne pouvait pas retirer les photos de son appareil, il fallait avec son appareil au bureau pour être sûr que, donc, tension maximum, et une préparation, il fallait prendre contact avec les GV d'enseignement, avec la direction, etc. Et donc, je fais mon petit circuit. Je pense que cette année-là, j'avais 13 classes primaires à voir. Je me mets en route, toujours Thuy, Ragny, etc. Bon, bref. Et j'arrive à midi moins quart, moins 10. Il me reste une école, la Maladerie, à Thoin. Et donc, oui, allez, faisons-la, ce sera la dernière, ça devrait aller. Donc, je me présente. Sur la façade de l'école, il y a un grand poème, comme sur toutes les écoles communales, poème de Roger Foulon, où il appelle l'école des 4 vents. Donc, je me présente à la classe de première. La dame dit « regardez, c'est le journaliste qui vient faire votre photo, etc. » Oui. Et je demande aux enfants « Tiens, j'ai vu sur la façade l'école des 4 vents. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est l'école des 4 vents ?» Une petite fille qui lève son doigt et qui me dit « Ah oui, monsieur, c'est parce que on est ici sur un plateau et que l'école est balayée par les vents venant de tous les côtés. » Ah, mais très bien.
Et un petit garçon, à ce moment-là, se lève et dit « Oui, et c'est mon grand-père qui a écrit le poème. » C'était donc le petit-fils de Roger. Mais, du coup, l'institutrice s'approche à mon oreille et me dit « Oui, qu'elle dit, c'est le petit-fils de Roger, mais il ne le sait pas encore, son grand-père est mort cette nuit-ci, et donc il ne faut surtout ne pas en parler. » Alors moi, j'ai reçu ça comme un boulet formidable en plein cœur, parce que Roger était devenu un ami, et le fait de le perdre comme ça, c'était vraiment une tristesse et un choc pas possible, d'autant qu'elle me dit oui, et rien ne le laissait présager. Et en effet, moi j'avais vu Roger le samedi, en pleine forme, et donc ça correspondait bien avec le fait qu'il n'y a rien ne laissait présager qu'il ne parte. Bien, nous sommes à midi, c'est le premier jour de la rentrée, donc j'ai le temps de faire la photo. Puis alors, madame doit driller un peu ses jeunes élèves, qui est là pour le premier jour, savoir comment ça se passe à midi, etc. Donc, j'ai pas le temps de reparler avec, et donc je m'embarque directement pour Philippeville, parce que le bureau du journal était à Philippeville à ce moment-là. Et donc, on développe les photos, et je dis, écoutez, il m'en arrive une terrible, Roger Foulon est décédé. Et Nathalie, la journaliste, me dit, tu vas nous faire un papier là-dessus. Mais je dis, non, écoute, je ne saurais vraiment pas, je suis trop pris, effectivement. On dit, je ne saurais pas m'exprimer là-dessus pour le moment. Et bon, donc, je repars en rentrant vers Gauzé, mais je ne m'arrête pas à Gauzé, je veux avoir le cœur plus net. J'avais tellement un poids sur le cœur, et je dis, je me sentais un peu de la famille, il faut que j'aille voir son épouse, Pierre-Jean, et je m'autorisais à me considérer de la famille. Donc je vais jusque la rue du Fausto, je monte la rue, et dans ma tête, on se met comme ça des idées parfois en place, je me dis, je vais trouver le volet de son bureau fermé et sa dépouille dans le bureau. Ce qui était un complet non-sens parce qu'on n'aurait pas su le mettre dans son bureau. Son bureau, il était occupé par le bureau pour un tas de livres, c'était déjà pas très bon. Bref, je m'arrête rue du Fausto, j'ouvre la porte et je vois au pignon de la maison, dans les graviers, Roger Foulon accroupi en train de tirer des mauvaises herbes. Alors ça, le choc terrible de son décès et le choc terrible de sa résurrection, on va dire, ça a été un tsunami émotionnel pas possible. Je suis sorti de l'auto, il m'a vu arriver, et il m'a dit « Pierre, qu'est-ce qui se passe? Ta femme est partie ?» Sans doute que j'avais un air pas possible. Et alors, je me suis précipité sur lui, je l'ai embrassé, je dis « Écoute, je te prends d'abord dans mes bras, on s'expliquera après, mais je t'expliquerai. » Et puis on s'est assis sur le petit mur, là tout près, et donc je lui ai raconté l'épisode. Et alors il a beaucoup de plaisir, évidemment, un peu ému, je pense, de la façon dont il voyait que son décès éventuel me prenait à cœur. Et on est passé par derrière, et il a dit à son épouse, sors-nous et serre-nous une bière, parce que Pierre m'avait déjà mis dedans. Et le souci, c'était quoi? C'était que Marceau, le petit garçon qui avait dit c'est mon grand-père, Marceau, il avait deux grands-pères. Et c'était l'autre grand-père qui était décédé. Hein. C'était Jules. D'Estrée. J'imagine. Qui était commandant ou président des Grenadiers, je pense. Hein. Mais du coup, son nom m'échappe. Mais enfin. Voilà. Donc là, grosse émotion. Et donc là aussi, un bel avertissement, comme quoi, dans le journalisme, il est question de vérifier ses sources, hein, pour ne pas lancer des bruits. Et il y a déjà pas mal de personnalités qui ont été annoncées décédées alors qu'elles ne l'étaient pas. Hein. Donc, oui, là, belle leçon de... Et donc, amitié renouvelée avec Roger, évidemment. Merci on va le citer quand même, merci à Thierry Dussard pour le petit tuyau de l'anecdote. Je voulais quand même te demander, quand il est vraiment décédé, est-ce que tu as couvert? Oui. Oui. Et tu veux nous parler de comment ça s'est passé ou tu préfères éviter? Mais ça s'est passé très différemment parce qu'il n'était pas bien, donc... Je ne dis pas que son décès était imminent, mais on sentait bien qu'on allait vers là-bas. Et là, j'étais prévenu tout de suite, je crois que c'est Pierre-Jean qui a téléphoné. Et j'ai réagi de façon tout à fait différente. Et on a fait 2 pages directement le lendemain. Et, oui, non, ça c'était une façon pour moi plus de rendre hommage. Et oui.
Oui, que de simplement Oui. relayer l'information, non, Oui. puis on s'y attendait, quoi. C'est ça aussi. Oui, un peu. Il n'y avait pas cet aspect surprise et catastrophe parce qu'on savait bien que ça se dégradait, quoi. Hein. Donc, oui, c'était un peu dans la logique de la vie. Oui. Et donc, ça a été, oui, je ne dis pas un plaisir, mais un peu un privilège de pouvoir lui rendre hommage et de pouvoir dire aussi ce que je pensais de lui. Et puis alors aussi, c'était de rencontrer les gens qui m'en ont parlé aussi. Et chose très particulière, je trouve, c'est que quand quelqu'un décède, comme ça, une personnalité un peu en vue, souvent, les gens qu'on rencontre disent ah oui, je le connaissais bien, ou bien ah oui, j'étais en vacances au restaurant et je suis tombé avec, je sais pas, Marie Casara, ou quelques, ou bien dans le train, je suis tombé avec. Et ici, c'était assez différent. C'était pas oui, je le connaissais bien, c'était oui, mais et Roger, il savait bien qui j'étais. C'était le contraire. Roger, il me connaissait. Parce que Roger avait eu beaucoup de contacts, s'était intéressé vraiment aux gens qu'il rencontrait. Et donc les gens avaient vraiment, pas seulement l'impression, mais c'était bien rendu compte que c'était quelqu'un pour lui, quoi. Donc c'était dans l'autre sens. Ça m'avait vraiment frappé, ça. Oui. Ok. Roger, quelqu'un d'extrêmement attentif et pas seulement sur un plan journalistique, hein, aussi sur le plan humain, sensible à ce que les gens vivaient. Et d'ailleurs, quand je sors de la voiture, croyant qu'il était mort, que je le retrouve vivant, il dit qu'est-ce qui se passe, ta femme t'a quitté. Donc, tout de suite sensible au drame que je vivais. C'est ça que je veux dire. Tu vois. D'accord. En parallèle à tout ça, tu l'as très rapidement mentionné tantôt, mais il paraît que tu t'es beaucoup intéressé à l'histoire locale, en particulier celle de Gauzet. Comment ça se fait ? Je pense qu'il y a une fibre comme ça d'origine. Il y a aussi le fait que j'arrive à Gauzet, un village que je n'aimais pas du tout. Je pensais même que pour habiter à Gauzet, il fallait y être né, parce que à venir habiter là, c'était assez moche, grande route, c'était pas... Donc voilà. Et donc le fait que, bon, j'y ai trouvé, comme on dit, l'âme sœur, du coup, j'y étais. Et à ce moment-là, comme je connaissais rien, tu as envie de savoir où tu es. Et donc tu t'intéresses et tu cherches à savoir, à connaître un petit peu l'histoire, tu te renseignes, tu rencontres des gens. Et oui, c'est comme ça que ça part. Oui. Et alors, avec ce qui m'avait beaucoup étonné, qui n'est pas perturbé, mais oui, je n'avais pas eu l'habitude de ça, c'est que les gens de Gauzet, quand ils parlaient entre eux, et qui situaient des événements ou des choses, parlaient d'endroits. On disait la Couronne, le Clicotia, là-haut, la Dzou, la Comète, la Logette. Mais il n'y a aucune rue qui s'appelle comme ça. Ce sont des quartiers. Et le quartier, il n'y a pas de plaque qui dit que c'est le... Donc c'est vraiment dans la... C'est comme si les gens de Gauzet voulaient avoir un langage propre à eux. Et donc là, il a fallu que j'apprenne. Et donc là aussi, à ce moment-là, tu dis, ben oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ce qu'on appelle ce quartier-là la Comète ? Pourquoi la Bretonne ? Pourquoi ? Et donc, de fil en aiguille, comme ça. Et puis aussi, nous étions tous les deux, mon épouse et moi, très attachés à nos grands-parents. Parce que, bon, on les aimait bien, on a bien passé, comme on disait avec eux, le noir quart d'heure. Le noir quart d'heure, c'est à la soirée, on s'assied, on raconte, et on n'allume pas la lampe tout de suite. Donc, le jour décline, il commence à faire un peu sombre, et voilà. Et alors, c'est l'occasion là, de pouvoir parler. Et eux racontent des histoires anciennes, etc. Donc, c'était gai, on aimait bien. Et puis, voilà que, bon, eux disparaissent aussi par la force des choses, et on s'est retrouvés sans grands-parents, ni elle, ni moi. Et ce faisant, je crois, pour essayer de garder ce contact, on a commencé à faire un peu de généalogie, pour voir un peu d'où on venait. Et pour faire ça, on était voir les grands-tantes, etc. Et tout ça s'est mis en route, et puis on a découvert un peu d'où on venait. Et aussi le fait que, quand je dis qu'on ne se fait pas soi-même, de se rendre compte que, bien sûr, j'ai 2 parents, mais 4 grands-parents. 8 arrière-grands-parents. Et donc, quand tu montes,
tu attrapes un vertige pas possible en te disant, mais tu vois le nombre de gens dont j'ai du sang en moi, quoi. Hein. C'est formidable. Donc, on ne se fait pas tout seul. Hein. On est fait par la rencontre de ses parents, mais qui ont eux-mêmes. Tu vois, donc, ça, c'est très révélateur. Et puis, ça donne envie de chercher, de continuer à chercher. Et justement, tu as trouvé des choses intéressantes en faisant ta généalogie. Enfin, c'est toujours d'office intéressant, évidemment. Oui, mais tu es tombé sur des personnes qui avaient des parcours de vie un peu spéciaux ou quoi On est tombés tous les deux, chacun l'un et l'autre, sur des enfants illégitimes, tu vois, donc ça. Ah ouais. Voilà. Et oui, quand même, une chose intéressante, c'est qu'à Franche-Chapelle, de nouveau, parce que je suis quand même, j'ai pas un fort lien avec Franche-Chapelle, j'ai une arrière-grand-mère, je pense. Et cette personne-là se marie avec Émile Marlière, mais avec une différence d'âge, quand même bien 5-6 ans. Et au mariage, Émile reconnaît les enfants de Philomène, sa nouvelle Philomène femme. qui est mon ton arrière-grand-mère. Oui. Et donc, je deviens le descendant d'Émile Marlière, mais vraisemblablement pas le descendant biologique, parce qu'il lui avoir... Mais là, on ne sait pas. Et alors, donc, lui, quand il se marie, elle a 2 enfants, un de 5 ans et un de 3 ans, je crois. Donc, on imagine bien que ce n'est pas Émile qui a conçu ces 2 enfants-là. Et ça, il y a beaucoup dans les familles, ce qu'on appelle des traditions orales. On a toujours dit, mais sans aucune preuve, que ces enfants-là, elle les avait eus avec un Anglais. Voilà. Mais donc, j'ai été voir l'état civil, j'ai été voir le responsable de l'état civil à Franche-Chapelle, qui m'a renvoyé chez d'autres spécialistes, mais on n'a jamais su prouver que... Mais ça m'arrange bien d'avoir peut-être un ascendant anglais, ça ne me dérange pas du tout. J'espère que même s'il est vraiment anglais, qu'il soit écossais, ça m'arrangera encore. Toi qui as du coup cette relation proche avec Franche-Chapelle, tu fais le Létaré? Enfin, ou tu as fait le Létaré? Oui. Attends, encore sur l'histoire. Ah oui, vas-y. Ce qui est très plaisant aussi, c'est que, tu veux avoir des renseignements. Donc, tu vas voir les plus anciens du village, hein, famille ou pas famille. Et donc, ces gens-là aussi, ça, ils adorent, parce que ça leur permet de s'exprimer. Ils ont nouveau un rôle dans la vie sociale, parce que... Hein, et alors, j'étais voir notamment Charles Canivet, qui est un monsieur qui a vécu jusqu'à l'âge de 97-98 ans, je pense. Et j'avais pris contact avec lui pour prendre rendez-vous. Je vais chez lui, je sonne, et il vient m'ouvrir. Ah, rien très desti. Mais vous trouverez de Kajer aussi. Mais je n'y avais jamais été, donc je n'aurais pas su trouver quelque chose de changé. Donc c'est pour décrire un petit peu le bonhomme. Et lui disait, vous avez de la chance, hein, desti, quand vous avez quelque chose à demander, vous venez de l'aimer. Mémi, est sur le puvis, tu n'es plus personne à aller vivre, tu vois. Bon, donc tout ça fait des contacts, des rencontres super, super chouettes. Et ça fait partie aussi, le journalisme, tout ça, ce sont des rencontres qui te façonnent quelque part. Et la rencontre, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai appris aussi de Roger Foulon un mot nouveau, qu'on connaît quand même, mais c'est l'altérité. Donc lui, au lieu de tolérance, qui est un mot qui est quand même parfois considéré comme un peu dit... n'accordons pas d'importance à quelqu'un, quoi, hein. Je te tolère, mais bon, tu te la fermes. Enfin, ta tolérance, c'est quand même pas extrêmement positif. Lui parlait d'altérité. Et donc l'altérité, c'était reconnaître l'autre comme différent. Et ça devient intéressant, quoi. Et donc l'autre, oui, il est différent de moi, et on peut en parler, se comparer, et sans s'opposer pour autant. Ça, c'était vraiment une chouette chose. Et donc, le journalisme, c'était ça, c'était de rencontrer les gens. Et je dis, hein, à l'école, je pense qu'on nous empêchait un peu de dire les gens, parce que, je dis, oui, mais non, soyez précis, dites de qui vous parlez. Mais les gens, c'est l'ensemble des personnes qui, finalement, font un peu partie de pas notre tribu, notre famille, de notre région. C'est un autre sens, comme on dit en wallon, les djens, mes djens, mes bons djens. Hein, combien d'aller, mais bon, déjà. Mais c'est vraiment les gens qui sont dans la même aventure humaine que nous, quoi. Hein. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et une fois qu'on s'intéresse aux gens, ben, ils vous le rendent bien. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ils aiment beaucoup. Hein.
Bon, mais on Non, non, mais on voulait parler d'autre chose. On peut y revenir plus tard, mais c'est un conseil c'est un conseil que tu donnerais à quelqu'un, ça de... Enfin, moi, par exemple, je viens d'emménager dans un nouveau village à Gourdine. Je suis pas du tout de ce coin-là, mais t'es en train de me... Enfin, j'y avais pas pensé, mais je connais pas l'histoire de ce patelin. Je me dis, c'est vrai qu'en fait... c'est un conseil que tu donnerais à quelqu'un à l'heure actuelle. Bien sûr. Aller voir les anciens et... Oui, oui. En fait, on perd ce réflexe. Enfin, je sais pas Ouais. si c'était un réflexe avant ou si c'est juste toi qui est vraiment à fond dans cette démarche-là. Mais Alors, moi, je trouve que en faisant la démarche, toi, tu y gagnes parce que tu apprends des choses. Et alors, la personne en face aussi te dit parce que elle devient quelqu'un pour toi. Et alors, en demandant ça, tu dis que elle connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Donc, tu lui donnes de l'importance et de l'utilité dans la vie sociale. Et ça, je trouve que c'est chouette, quoi. ouais, ne pas avoir peur de l'échange, quoi. Oui. Non, mais sinon, j'allais te parler du Létaré, moi. Oui. Tu le connais bien, ce folklore-là? Tu l'as fait? Oui, ben là, on a deux nouveaux à Franche-Chapelle. Hein. Ouais, on retourne. Ouais, aux sources, on va dire. Oui, un folklore, chaque cité, chaque village a le sien. Là, c'est un folklore qui est un peu particulier parce que on va dire que c'est une cavalcade, si on veut, hein, avec 10-12 groupes qui ont des chars absolument fabuleux, remarquables. Tout un temps, c'était fait avec des fleurs en papier, donc c'était un boulot considérable, avec des groupes importants en nombre. Et c'est un espèce de défilé. Donc c'est pas un carnaval où on va dans tous les sens. Il y a un ordre et il y a de temps en temps une petite danse, une petite exhibition qui est réglée par des coups de sifflet. Et donc il faut apprendre le pas, etc. Et voilà. Alors il y a un monde fou qui regarde évidemment. Hein. Et c'est la vie du village avec beaucoup de compétition, on va dire, à la fois dans le costume et dans le char, mais sans bagarre. D'ailleurs, la remise des prix, tout le monde il n'y a pas de premier ni de deuxième. Hein. On donne les prix par ordre dans le cortège. Et alors, dans ces folklores-là locaux, je trouve qu'il y a un moment qui est particulièrement touchant, c'est un peu vers la fin du folklore. Ce qu'on appelle ici la rentrée à Saint-Roch, ou dans la rentrée dans les marches, ou le brûlage du gil, quand il y a des gils, etc. Et donc à Franche-Chapelle, il y a ce fameux rondeau aussi. Et après, à Franche-Chapelle, on va dans la petite salle communale, derrière le monument. C'est un local relativement exigu, c'est pas une grande salle de fête. Alors les groupes rentrent là-dedans avec les tambours et les musiques. On est serré comme des sardines. Il n'y a pas de mobilier. Hein. La buvette fonctionne, mais il n'y a pas de mobilier, sauf des bancs le long des murs qui servent aux gens à se mettre debout. Hein. Et alors, il y a une ambiance là-dedans extraordinaire. On a des solos de tambours, de batterie, des airs de musique. Tout le monde chante. Les murs tremblent. Et je trouve que là, on sent vraiment le cœur du village qui bat. C'est un moment qui est aussi émotionnellement... Et tout le monde est d'accord avec tout le monde, quoi. Et tous les groupes sont applaudis de la même façon, et c'est fantastique. J'ai pu assister aussi, par exemple, à la première rentrée de la marche du 49e régiment d'infanterie des Zouaves de Gauzet, qui débutait à l'époque. Mais donc c'est un peu tout nouveau. Et il y a même des anciens marcheurs de Toin qui étaient là et qui ont apprécié de retrouver une ambiance comme ça très, très locale, et la rentrée, c'était faite la première, si je me souviens bien, au café de la Bascule, donc c'était pas grand non plus, et de voir tous ces fusils et ces haches de sapeur dans un faisceau avec toutes ces musiques-là, c'était un moment vraiment extraordinaire. Donc, un peu tous ces gens qui, au terme de 2-3 jours de fête, où ils se sont bien amusés, expriment une espèce de joie formidable, une fierté aussi d'avoir fait ça pour leur village, d'être ensemble, quoi. Ça, c'est un moment qu'il ne faut pas rater. Les rentrées comme ça, c'est souvent des chouettes moments. Ça me fait vraiment repenser à un truc que Freddy disait dans le podcast qu'on a enregistré avec lui. C'est qu'on parlait des différents débats qui animent ce monde des marches, en tout cas pour toi,
à propos de la Saint-Roch, et il dit que c'était important de réfléchir à ce qu'était l'essence d'une marche, à ce qui faisait vraiment, c'est quoi le cœur d'une marche, qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever. Une fois que tout le superflu est oublié, quelle est l'essence. Là, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est ton souvenir, c'est le souvenir. Et donc, il y a des rites qu'il faut maintenir. Et donc, pour ça, il y a des gens qui sont là pour garder ces rites-là. Ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement traditionnalistes pour autant, mais qui essayent quand même de conserver, comme on dit, l'essence de la marche ou même du carnaval, quoi. Et quand on parle du grand feu de Gauzet et du folklore comme ça, il y a Aimé Martini, qui était un animateur du grand feu de longue date, qui a d'ailleurs été dans les derniers mariés avec son épouse. Son épouse était d'ailleurs en maternité au moment du grand feu. Il a dû signer une décharge pour venir jouer son rôle de dernier marié. C'est pour se dire s'ils étaient pris. Et j'avais une fois eu aussi un petit interview avec lui, et il avait dit oh mais que dit, il faut pas t'en faire. Même s'il n'y a plus de foyer culturel, le grand feu continuera à brûler. Alors, je me dis, peut-être tout à fait d'accord, mais je comprends quand même bien ce qu'il veut dire, c'est que le grand feu, c'est les gens qui le font. C'est pas le comité, c'est encore moins les historiens, les journalistes, les folkloristes, etc. Mais c'est vraiment les gens qui font que ça existe. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait un peu d'organisation, et les comités, ils servent un petit peu à ça, à la fois dans le maintien de l'essence, hein, des références principales et qui peuvent expliquer, mais en même temps avec un boulot extrêmement difficile, c'est de vouloir avoir une certaine rigueur alors que tout le monde veut s'amuser. Hein. Et ça, c'est quand même pas évident. Il y a, je pense, un gros stress aussi chez les gens qui sont là. Et j'aimerais bien aussi en savoir un peu plus pourquoi ces gens-là ne marchent pas ou ne font pas les grands feux alors qu'ils sont dans le comité. Alors que ce serait plus confortable, à mon sens, de marcher plutôt que d'être responsable de... Tu vois mais donc ça, c'est tout est l'un dans l'autre. Et puis là, il faut se parler. Et puis il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. J'ai peut-être déjà dit, c'est que donc, mon boulot de correspondant... Donc, on écrit dans un journal et ça se lit. Et donc, on se dit que, bon, ça peut être lu un peu par l'un et par l'autre. C'est des informations qui passent, etc. Et donc, il y a des gens qui pourraient vouloir un peu contrôler ça. Hein. Sur le plan politique, je vais être tout à fait sincère, je n'ai jamais eu de pression de dire ça ne le dis pas, ou bien n'oublie pas de dire ceci, n'oublie pas que j'ai fait ça, que c'est moi qui suis à l'initiative de tel. J'ai pas eu, franchement, je suis très à l'aise avec ça, mais pour la Saint-Roch, oui, hein, des coups de téléphone à 9h du soir en disant tu as peut-être entendu dire que, mais ce n'est pas vrai, ou bien je t'ai dit ça, mais ne l'écris pas, comme quoi la Saint-Roch, ça touche aux tripes des gens d'une façon qu'on n'imagine pas. C'est fantastique. Avec même des gens parfois qui sont très amis et qui sont là en rupture à cause de trucs c'est incroyable. Tu vois, Est-ce que tu te revendiques d'un folklore, de plusieurs folklores, d'aucun? Comment, c'est quoi ton... Tu te places, enfin, est-ce que tu te places quelque part par rapport à tout ça? Parce que tu parles de Binge, qui est le premier que tu as connu. Tu parles du Létard de Froidchapelle, tu parles de la Saint-Roch de Thoin, du Grand Feu de Gauzet. Tout ça, c'est des ensembles de pratiques assez différents. Assez différentes, oui, qui ont le même lien. C'est que je te dis, ce sont des gens qui sont ensemble. Et ça, c'est le lien peut-être le plus important. Avec, comme on disait tantôt aussi, les jeunes qui sont de plus en plus associés. Donc ça, c'est plaisant. C'est plaisant aussi à signaler. Mais je peux pas... en choisir un plutôt que l'autre. C'est le même pour les sociétés à Thoin. Bon, finalement, je réfléchis, mais je les aime autant l'une que l'autre, quoi.
Il Et, alors, pas choisir, et ça, au niveau du reportage aussi, il faut faire attention. Tu fais des photos, mais il faut essayer parce que parfois tu fais des photos non pas en fonction du groupe, mais en fonction de ce qui s'y passe. Et ce qui fait, c'est je ne photographie pas les zouaves français mais c'est parce que justement il y a un gamin qui joue du tambour d'une façon telle que là ça vaut la peine, tu vois. Mais qu'il soit zouave français ou bien grenadier, ça a peu d'important. Mais et alors on trouve son bonheur, je te dis, à Franchapelle à la petite salle, à la rentrée de Saint-Roch, la première fois que les zouaves de Gauzier rentrent dans l'église en tambour, écoute, ça fait quelque chose. Bon. Et puis, oui, je sais un peu les origines, et voilà. Alors, il y a le grand feu. Bon, le grand feu à Gauzier, il n'y a rien à faire, mais c'est quand même un super folklore. Pour des raisons que... oui, c'est vraiment des gens qui font la fête ensemble. Il n'y a pas de gratte. Hein. Il y a quand même bien un qui gère un peu, mais dans le groupe, tu ne vois pas qu'il y en a un qui est responsable plus que l'autre. Oui, c'est des costumes qui changent chaque année, donc il y a de la créativité. C'est pas toujours le même uniforme. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de religion. Même qu'au contraire, la religion s'y oppose un peu. Donc, c'est une des rares fêtes que l'Église catholique n'a pas su assimiler. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. En plus, c'est le feu. On danse autour du feu. Je crois que depuis que le feu existe, les hommes ont dansé autour. Et donc, c'est un folklore qui, à mon avis, doit dater de très, 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 très longtemps. C'est la bonne date. Le grand feu de Gauzier, c'était la bonne date. Les grands feux wallons, c'est toujours à cette date-là. C'est une date vraiment de référence. Donc ça en fait vraiment un riche folklore à ce point de vue-là. À la fois par sa datation et c'est brut, quoi. C'est vraiment brut. Alors, ce qui est aussi, et qui semble de temps en temps quand même faire un petit peu problème, c'est l'alcool. Parce que dans la fête, l'alcool joue un rôle aussi. Et j'ai un peu l'impression d'avoir vu quand même des émissions sur des tribus anciennes ou un peu reculées dans des forêts africaines ou en Amérique latine, où il y a des fêtes comme ça, mais où il y a l'alcool fait partie de la fête de façon à désinhiber encore plus les gens. Et donc, je crois qu'on ne sait pas séparer vraiment l'alcool de la fête. Alors que l'alcool amène quand même des problèmes, des nuisances et parfois des drames aussi. Donc tu veux dire qu'il y a un certain paradoxe là-dedans? Oui. Donc ça, je ne crois pas qu'on peut supprimer l'alcool, mais... Et alors, il y a eu vécu aussi un exemple assez comique, c'est que la Saint-Roch de Thouin, après avoir été reconnue comme patrimoine immatériel, etc., Thouin invite chaque Saint-Roch une société extérieure. Donc c'était toute une marche, quoi, pas seulement un groupe, toute une marche. Et quand le groupe de Amsureur, la marche d'Amsureur, oui, Samsureur, ou Alcourt, j'ai peur de me tromper, non, Samsureur, est venu... à Thouin. Il y a donc une réunion préparatoire. Et là aussi, c'est un privilège de correspondance, c'est que tu es invité. Et donc, tu peux faire un contact avec les gens. Et donc, j'ai eu contact avec le président d'Amsureur. On parle, etc. On parle de l'évolution des marches. Et alors, il dit, oui, chez nous aussi, comme ailleurs, l'alcool, c'est quand même, ça devient un problème. Et donc, on a pris des mesures, d'essayer de limiter, etc., d'être plus responsable, raisonnable, etc. Et ils viennent donc à la Saint-Roch, ils vont à la chapelle... à la chapelle Saint-Roch, près de la rue du Fausto. Oui. Ouais. Et puis, ils remontent le petit chaîne en montant vers l'église de la Ville-Basse. Et qu'est-ce que je vois? Parce que le président, à ce moment-là, lui, n'est pas en uniforme. Hein, il est en civil, avec sa petite fille. Et le groupe d'Amsureur avance, et lui, il est sur le trottoir avec un caddie.
Et je le prends évidemment en photo parce que le caddie, c'est quoi? C'est la réserve de gouttes de tous ces hommes. Donc, lui, il venait de m'expliquer qu'il fallait faire attention et c'est lui qui transportait. Tu vois, bon, ça, c'est des trucs un peu cocasses qui font partie de. Mais toi, justement, qui a. Allez, t'as quand même beaucoup couvert. Enfin, ces événements-là, t'en as une grande partie vécu en tant que journaliste. Oui. Donc, je suppose que tu te mettais quand même pas des caisses monumentales non plus. Tu vois, est-ce que tu penses que tu as vécu tout ça différemment des gens, justement? Ah oui. Oui. Oui, forcément. Les tarés, j'étais en plein dedans. Dans le cortège, je participais. La Saint-Roch, ici à Antoine, je n'ai jamais marché dans la Saint-Roch. Je prétends que je marchais beaucoup plus que les marcheurs, parce que j'allais de gauche à droite, je montais. Puis les parkings sont loin, donc il fallait que je rentre à la maison, envoyer des premières photos, retourner, etc. Donc marcher, ça on marchait. Mais oui. Et donc j'avais contact un peu avec tout le monde, mais j'entendais une batterie, puis une autre, etc. Par contre, j'ai marché 2 fois à l'étranger, en France, avec les pèlerins de Saint-Roch, donc un peu les mêmes gens. J'ai marché une fois en Tromblon. Là, tu es dans le fond un peu du cortège, et tu t'amuses bien, c'est gai. Voilà. Et puis, la fois suivante, j'ai marché en tant que sapeur. Mais en tant que sapeur, tu es contre la batterie. Et donc, ce qui m'a séduit, c'est que là, j'avais ma batterie du début à la fin, toujours la même. Alors que les autres, ça, c'était... Et là, c'est vraiment un bonheur aussi, hein, pas possible, de marcher avec ta batterie, parce que le tambour, c'est vraiment un moyen de locomotion. Hein. Un de très bons souvenirs aussi, c'est la Sainte-Barbe, le départ du Sacré-Cœur vers 4-5 heures du matin pour rejoindre l'abbaye d'Aulne. C'est la Sainte-Barbe, c'est décembre, il a gelé, il fait froid, il y a du givre, et en tambour, tu vas à pied jusqu'à Aulne. Ça, c'est des moments qui sont formidables. Ouais. Ça, c'est une chance aussi. Et j'ai fait 2-3 fois le réveil aussi. Ça, c'était des moments particulier, parce que le réveil, j'ai assisté à un concert d'arrosoir en plastique dans un jardin suspendu. C'est un souvenir extraordinaire. Ils avaient trouvé... C'est un moment... Et très bon moment aussi de la Saint-Roch, c'est les moments, je vais dire, d'arrêt. Avant, quand on faisait encore le tour par la chapelle et qu'on devait attendre à la rue de Ragny, j'ai vécu là des moments, ou bien au web dans des jardins, des moments où les musiciens te jouent des argadènes qu'on dit et on danse tout à fait autre chose que le pas du marcheur. Ça, c'est des moments fabuleux. Et on voit que les gens là vivent des choses très amicales, et ça, c'est ça la marche aussi quelque part. Ça pourrait être considéré comme un regret, le fait de jamais avoir marché ici dans la région, ou pas forcément? Non. Tu n'as pas voulu avoir cette expérience-là? Non, parce que je dis que j'ai marché en sapeur et que c'est vraiment extrêmement agréable, mais qu'est-ce que j'ai été frustré de ne pas pouvoir faire de photos. T'es dans le rang, t'es coincé. Hein. Ah! Et donc, j'avais un bonheur pas possible avec les copains de marcher, et avec ma batterie, c'était vraiment chouette. Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai raté comme photo? Tu vois? Et ça, c'était mon grand... Maintenant, j'ai du mal, dans une assemblée, par exemple, qu'elle soit n'importe laquelle, j'ai du mal à me mettre dans le rang, hein, dans une église pour des funérailles, par exemple. Ben, t'es coincé. Mais non, quand tu es journaliste, tu circules partout, n'importe où. Et ça moi qui étais un extrême timide, pour le journal, je faisais n'importe quoi. Hein, je pouvais aller... C'est vrai? T'étais timide à la base? Mon Dieu, j'étais presque... Je dis pas autiste, mais à la limite. Hein. Allez. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que... J'ai pas l'impression que tu as encore ce tempérament-là aujourd'hui? Mais c'est pas vraiment le même, non. Ben non. Ben je sais pas. Il y a eu un déclic... comment c'était à Thésée. J'avais, je sais plus, une vingtaine d'années, sans doute. Mais pour dire, j'étais dans une école catholique, il y avait des messes de classe, je me cachais, je employais tous les systèmes pour ne pas devoir faire de lecture ou des machins pareils, pour ne pas paraître en public. Et, voilà. Et pour faire si je fais des photos aussi, c'est pour moi faire les photos pour ne pas être pris en photo. Ça, c'était Ah oui, j'étais malade mental à peu près. Hein.
Et donc là, à Thésée, un grand rassemblement de jeunes, et on se regroupe en petit atelier. J'étais à l'école sociale à ce moment-là, donc je me mets dans un atelier où il y avait des questions sociales qui étaient abordées. On était 7-8, je ne sais plus très bien. Et de nouveau, pour me sécuriser, me mettre en situation sans risque, il fallait un secrétaire. J'ai été secrétaire, comme ça, je me cachais derrière mon carnet, je ne vais pas en parler puisque je notais. Et puis après, il y a eu réunion des secrétaires, on a mis tout ça en commun. Il y avait une dame là qui était un peu plus âgée que nous, mais que j'ai tout à fait oublié, ni son nom ni son visage, qui a fait le rassemblement de tout ça, et puis qui a pris le papier et qui a dit Pierre, tu feras le rapport à l'Assemblée. Elle l'a senti. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, mais et donc là, l'Assemblée avait lieu, 1h30 après. J'ai pas su trouver un moyen d'éviter, d'esquiver le bazar. Et donc je me suis retrouvé au micro devant bien un millier de jeunes. Hein. Et ça, tu le retiens comme un épisode qui a fait que tu t'as vraiment... Ah oui. Il y a vraiment eu un avant et un après. Oui. Ça, c'était un fameux coup de pied au cul, salvateur. Enfin, oui. Oui, ça, oui. Jusqu'à aller faire des blagues sur une radio locale. Oui. Oui. Si on peut appeler ça une radio locale, enfin une émission de radio locale, ouais. Voilà plutôt, qui est le Dicotoin, qui est encore un autre gros sujet qu'on voulait aborder avec toi. Quel bonheur. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans ? Est-ce que finalement, toi tu es à la jeunesse du Dicotoin ou est-ce que tu arrives en cours de route ? Ah non, j'arrive en cours de route. Les initiateurs de mémoire, c'est Fabien, Pacifici et Poppy qui mettent ça en route, assez vite rejoint par Thierry Dussard et d'autres. Et le numéro 0 se fait au Rapido, je pense, avec Béatrice. Et puis le numéro suivant, ou un des numéros suivants en tout cas, c'est l'ami Gaston, le boulanger. Ça se fait à ce moment-là à la salle culturelle à Thuilly. Et donc là, je participe en tant que spectateur. Et puis, il y en a un suivant, je pense. Je ne sais plus. Oui. Je pense que le suivant, ils m'ont invité comme invité. Puisqu'ils prenaient aussi, chaque fois, une personnalité de toi qu'on connaissait un peu, mais qu'on n'aurait pas aimé davantage. Donc, il y avait une présentation de l'invité, etc. Et puis, après, je ne sais pas bien comment ça s'est fait. Je me suis retrouvé à la table des Diconeurs et ça a marché tout de suite. Et c'était vraiment une super ambiance, sans aucune répétition, préparation. Je trouvais ça vraiment absolument génial. On ne perdait pas son temps en réunion. Et on avait chaque fois, chacun, son entrée, son créneau pour participer. Et ça, on ne marchait pas du tout sous les pieds des uns des autres. Mais vraiment... Et donc... Franchement, là, j'y allais, je riais déjà dans la voiture en y allant, tellement je sentais que ça allait être pas mal. Hein. On a vécu des... Et alors, dans un esprit bon enfant, avec pas vraiment de méchanceté, quoi. Hein. Bon, on tirait bien un peu, parfois un boulet un peu rouge sur l'un ou l'autre, mais bon, ça restait dans les normes acceptables, je dois dire, et avec une belle invention. Non, c'était franchement chouette. Quand tu dis pas de préparation, c'est aucune préparation ? Non. Donc, on recevait ce qu'ils appelaient la liturgie, c'est-à-dire que on avait le déroulé, si on veut. Hein. Donc, le thème était un tel, personne ne respectait à peu près le thème, et puis il y avait 3 définitions, ou non, 4 définitions, mais 4 mots, il y avait 3 définitions par mot, et alors, il fallait dire qui allait donner la bonne définition, puisque l'invité était censé reconnaître la bonne dans les 3... Et donc, on choisissait la définition. On dit, moi, je prends un tel, et puis là, il y avait quelques ajouts, comme les informations sur la circulation routière, des choses comme ça, ou bien un texte. Et moi, dans ce domaine-là, j'avais une rubrique qui était « J'ai testé pour vous ». Et donc, j'ai testé une série de choses abracadabrantes et voilà, donc c'était très chouette. Avec le principe aussi, c'est que c'était pas cher du tout, puisque c'était gratuit comme entrée, et on passait avec une boîte
pour demander aux gens de Oui, c'est une ça, parce participation qui permettait de payer un verre. Il y a peut-être des gens qui connaissent pas le concept. Oui. Et donc, en fait, ça vient de l'émission de la RTB. Le jeu du dictionnaire. Le jeu du dictionnaire avec Mercier et... Raoul Reyers. Oui, toute la bande. Et Geluc aussi était un peu dans ce bazar-là. Et des disparus aussi. Et Monsieur Météo, qui tenait bien son rôle là-dedans. Et puis, ce concept-là a disparu. Et je pense que c'est à ce moment-là que Fabien et Poppy ont dit, ouais, mais ce serait bien, on le ferait bien à toi, on va essayer. Et je crois qu'ils ont contacté un peu, mais on n'a jamais vraiment eu de réponse de leur part. Et donc, c'était refaire un peu ce modèle-là, un peu dans la dérision et l'absurde. Mais sans le transmettre sur des ondes. Donc, c'était vraiment un événement, en fait, public. Oui. Les gens venaient voir, voilà. Et puis, ça a été assez rapidement enregistré par Johan. Donc, enregistré au niveau du son. C'était mis sur... informatique, on avait un site, et puis après Gérard a utilisé la GoPro, et alors il filmait, et donc ça on a quand même des séquences qui ont été filmées et rapportées. Alors donc ça c'était le départ, et puis on a eu aussi le concours de 2 caricaturistes, Ben et... Il n'y a pas eu Denis Mayer? Denis Mayer, ouais. Et Benoît... Ah, ça je sais pas. Ah Ben, les noms à mon âge, ça devient compliqué. Et donc en direct, il faisait des caricatures, ou des intervenants, ou du sujet qu'on présentait, et c'était projeté sur écran. Alors une fois, on a eu oui. Alors Fabien, lui, il s'amusait beaucoup avec toutes sortes de jingles qui passaient comme ça. Thierry, lui, était super efficace en bruitage divers et en accessoires pas possible. Et une fois, on n'a pas eu cet accompagnement musical par ordinateur. C'est un jeune gars, un Breudongs, je ne connais plus le prénom. Mathieu, qui accompagnait, qui jouait même en sourdine. C'était une expérience aussi super bien réussie. Il savait parfaitement trouver la musique et le volume en fonction de ce que tu disais. C'était vraiment un régal, ça. Oui. Et une fois, on a eu Christian Durieux est venu comme invité, et toute une délégation de l'orchestre. L'orchestre était venu faire au bad. Et une fois, on a eu comme invité Saint-Roch. Ah, c'est vrai? Ah oui, ça, tu verras tantôt une photo. Il était, je ne sais plus qui l'avait fait, mais c'était vraiment, vraiment bien typé. Et il avait un petit chien en plus. Ok. Pour les gens qui écoutent et qui aimeraient bien voir un peu ce genre de choses, elles sont disponibles quelque part? Ben, le site, je pense qu'il n'existe plus. La page Facebook existe toujours, le site. Mais sur Internet, on sait encore trouver des séquences. Oui, donc en fait, YouTube, les vidéos enfin, il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Si on tape Dicotoin en un mot, c'est dispo. Mais il n'y a pas tout. C'est seulement certaines éditions. Et les dernières n'ont même pas été enregistrées. Donc voilà. Tu es arrivé avec une petite mallette. Oui. En disant fièrement je suis venu avec ma valise du Dicotoin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a des trucs pour les gens, ou est-ce qu'il y a que des photos pour nous? Ah non, il y a pas de photos, c'est que mes textes. Et tu pourrais nous en faire un petit on peut s'envisager, oui. Ouais. Oui. Mais c'est sans public et sans le verre de bière avant. Donc c'est pas on peut s'arranger pour la bière. On peut rajouter des applaudissements et des rires en post-production si tu veux. Ah oui, ben on a aussi. Mais oui, on peut s'arranger pour la bière. On a aussi appris à applaudir, puisqu'on était avec les micros, on applaudissait comme ça, quoi. Comme les sourds. Et vous voulez quoi? Écoute. Oh, celui que t'as préparé, je suis sûr que t'en as préparé un. Il y en a un que j'ai refait après en famille, sans papier, tu vois. Mais je sais pas. Mais ça, toi, tu ne sais pas dire à l'avance que ça va marcher. J'ai testé mon frigo. Oui. Eh ben, parce que j'essaie chaque fois de tester quelque chose. Cette fois-là, je prends le frigo et puis je mets ça ne m'allait pas. Je dis
Ça ne me disait pas grand-chose. Finalement, je l'ai fait quand même, et ça a marché. Tu vois, c'est pas dit, hein, ça. Et alors, je sais bien que le mur de Thuin, il y a une dame qui l'a appris par cœur. Pour vous, j'ai testé le mur de Thuin. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. À Thuin, c'est au sommet du mur qu'on voit le champion. J'ai voulu profiter du passage du Tour de la région wallonne pour réaliser le test. Je m'étais dit que le parcours serait sécurisé et neutralisé pour les coureurs, autant en profiter. Et puis, il y aurait du public, je pourrais donc compter sur des encouragements. Ça n'a pas été possible après le passage des coureurs. Les voitures suiveuses suivent de trop près et je n'ai pas pu m'intercaler. Et puis après la voiture balai, les gens ont repris possession tout de suite des pavés. Le temps de passer au-dessus de la barrière Nadar puis de passer de vélo, c'était trop tard. J'avais beau faire aller ma sonnette sans arrêt, c'était vraiment pas possible de me faufiler entre tous ces piétons. Ma femme a même essayé de courir devant moi en criant « Écartez-vous, il y en a encore un, écartez-vous, il y en a encore un ». Faut dire que j'étais pas très visible ni identifiable. D'abord, je n'avais pas de dossard et pas non plus de ces maillots sportifs babouillés de sponsors. En fait, j'avais le short que je mets pour tondre la pelouse en été et le t-shirt des vendanges du Clos des Oeuvres 2012. Ça, c'était pour mettre la région en valeur, les jardins suspendus, les vignes, le vin. J'avais mis celui de l'année 2012 parce qu'il n'y a que cette année-là que j'en ai eu un de la taille XXL, c'était plus confortable. Donc, j'ai dû arrêter. C'est dommage. Ça m'aurait sans doute amené un peu de notoriété parce qu'il faut bien le dire, sur le plan sportif, je suis assez peu connu, même dans mon village et même dans ma famille non plus. À ce titre, même ma femme a encore beaucoup à découvrir, je trouve. J'ai donc reporté le test à un dimanche matin. J'ai bien sûr demandé l'autorisation au collège communal. Ils ont été d'accord tout de suite en mettant 3 conditions. Ce ne serait qu'une fois par an maximum. 2, je devrais assurer moi-même la sécurité et la fermeture de la rue et convenir d'une date avec les jeunes des sports. Et troisièmement, ce ne pouvait pas être le 3e dimanche de mai. Pour moi, pas de problème, le 3e week-end de mai, mon beau-frère organise 2 jours de pêche à son étang et j'y vais chaque année. Le collège avait même ajouté un mot sympa, s'il y a une buvette, on passera volontiers vers midi. J'ai fait le test il y a 3 semaines. Il a fallu neutraliser le tronçon, c'était donc à ma charge. Pour ça, j'ai demandé au syndicat. En matière de blocage de route, ce sont des pros. Et le dimanche, ils sont toujours libres. J'ai mis les verts au départ et les rouges à l'arrivée. Ça me paraissait le bon sens. Ma femme, elle, a voulu absolument organiser un ravitaillement à mi-parcours. Elle l'a établi à hauteur de l'immeuble portant le numéro 6. Et les propriétaires ont bien voulu nous laisser leur parking libre devant chez eux. Mon épouse y a donc monté une tonnelle. Alors j'ai écrit avec un gros marqueur Azimut sur un t-shirt blanc. Azimut, c'est le nom d'imprimerie au numéro 6. Ce n'est pas le nom d'une mutuelle pour réfugiés demandeurs d'asile. J'ai dû le mettre à l'envers, le devant derrière, parce que ça se voit mieux sur le dos quand on est en plein effort sur la bécane. Je propose donc maintenant qu'on lise le protocole du test. D'abord, au point de vue météo. Il a plu tout le temps. C'était rafraîchissant. Mais j'étais surtout content pour ma femme qui était à l'abri de la tonnelle. Elle avait eu une riche idée. D'autant plus qu'elle est sensible à l'humidité, surtout l'humidité extérieure. Au niveau du vent, je ne l'avais pas de face, ce qui a fait dire à ma femme « à vélo, couché sur le guidon, quand on n'a pas le vent de face, on l'a de fesses ». Pour ma part, j'ai fait les 3/4 du trajet en dancheuse pour ménager mes arrières et j'ai dû mettre pied à terre entre le kilomètre 0,082 et le kilomètre 0,084. Les pavés y biquaient vraiment trop fort. Faudra que j'en parle aux services communaux. Surtout, je ne voulais pas abîmer le vélo que le magasin MJ Cycle de Gauzé m'avait prêté. Mais le plus important était le chronométrage. À quel pro demander de prendre en charge la prise des temps réalisés?
Bien simple, à Toin, les pros du chronométrage de parcours, ce sont sans conteste les membres du comité Saint-Roch. Chez eux, il y a des experts et j'ai eu les 2 spécialistes, Gérard Vandenove et François Joie. Et j'ai fait le trajet en 2,72,12. 2,72, ce ne sont pas des secondes, mais eux, ils utilisent encore des chronomètres décimaux. C'est ça aussi le respect de la tradition. Et c'était une raison supplémentaire de ne pas prévoir le test un 3e dimanche de mai. Il n'aurait pas été libre. L'expérience m'a boosté. J'ai vraiment pris confiance, si bien que l'an prochain, sans doute avec quelques copains, je retesterai le mur de Toin, mais cette fois dans l'autre sens, dans le sens de la montée. Voilà. Descendre le mur de Toin en danseuse, ça doit pas être évident. Mine de rien. Super dangereux. Merci pour cette prestation, Pierre. Et ça, tu vois, on est dans l'imaginaire, là. Et c'est ce que j'aime bien. Donc, au niveau de mes sources, au niveau humour, je relis chaque année les œuvres complètes de Pierre Desproges, bien sûr, c'est mon grand favori, et de Raymond DeVos. Alors, Raymond DeVos, parce qu'il est un jongleur de vocabulaire, il jongle avec les mots, etc., mais surtout parce que il va dans l'imaginaire. Donc, chez lui, il entre dans l'imaginaire et il en ressort. Donc, l'imaginaire devient réel. Je suis absolument séduit. Et donc, moi, j'ai essayé d'entrer dans l'imaginaire. Le problème, c'est que je ne sais pas en ressortir. Tu vois. Donc, je prends des situations tout à fait courantes, anodines, quotidiennes, du genre, je pars faire une marchandise, par exemple, et puis donc je suis vraiment dans la réalité, et puis ça va dans l'impossible, etc. Ou bien je change, j'avais fait ça aussi, l'objectif de nos appareils photo, et puis aussi ça part en... Mais chaque fois, ça se termine relativement mal. C'est plutôt comme un réveil la chute, pas d'un cauchemar, mais de temps en temps, c'est un cauchemar quand même. Alors que DeVos, lui, il entre, il sort, il est génial. Quand il se prend pour son chien, etc. Je trouve que c'est un peu l'absurde, comme la vie est un peu en elle-même absurde, puisqu'on est pour mourir, c'est pas... Et on est en plus avec l'intelligence pour ne pas se faire comprendre ce qui nous arrive. C'est fantastique. Tu crois que le dicotoin va encore... La bonne question. Donc, en ce temps-là, donc ça a marché. Et donc, on avait du monde. On a eu plus de 100 personnes à un certain moment donné. C'était très encourageant. Et on s'amusait bien aussi, nous autres. Donc. Et puis, à un moment donné, on se lassait un peu, puis il faut chaque fois trouver des idées nouvelles, et on s'est retrouvés, on était, je pense, 3. Il y avait en tout cas Thierry, et moi, on fait une réunion chez BA, au Rapido, pour dire de faire un peu le point, et on discute un peu, et nous étions quelques-uns, enfin ceux qui étaient là, pour dire, allez, donc, il vaut mieux arrêter tant qu'on est en forme, que les gens se plaisent, et donc on discute, et oui, on va arrêter, et puis arrive Bernard Legrand et Gilles Jeanmain, qui faisaient aussi partie du groupe, qui, eux, n'étaient pas à la première partie de la réunion, et eux, en arrivant, disent « Oui, nous, on a des idées, on va continuer ici. » Et donc, on a continué. Et donc, le dicotoin, il y en a déjà eu des derniers, au moins 3-4, quoi. C'est le dernier, et puis après... On verra si et alors, quand on a fait vraiment, on a publié même un bouquin. Le dicotoin est au bout du rouleau. À ce moment-là, on arrêtait vraiment. Et puis, du temps est passé. Et puis, Thierry a envoyé un mail, même peut-être bien un an après, à tout le monde. Tout ça, c'est après Covid ou avant Covid? Le bouquin, on avait nos masques. Donc, c'était fait juste après le confinement, je crois. Mais c'était le Covid à ce moment-là. Mm-hmm. Et ça a joué son rôle aussi, je suppose, dans... Ah oui. Et donc, Thierry a envoyé un mail à tout le monde. Dans les 2 jours, tout le monde avait répondu. On arrive et... Donc, je sais pas. Je ne saurais pas te dire. Moi, pour le moment, je suis pas... J'ai pas beaucoup de matière, donc je suis un peu... Mais bon... On verra si... Oui, on verra.
Ouais. Et ça vient comme ça, quoi. Mais j'ai toujours un crayon et un petit papier sur ma table de nuit. Hein. Parfois, 4 heures au matin, pouf. T'as une petite idée ça t'arrive encore oui, d'avoir... Ben, pour toutes sortes de choses, quoi. Pas que pour le dicoton. Hein. Non. Est-ce qu'il y a d'autres... T'as d'autres tribunes pour le moment? Il y a d'autres endroits où t'écris, tu publies des textes Je voudrais bien. J'ai écrit un petit peu pour moi, mais notamment des une espèce de petites nouvelles où je parle de choses concrètes et j'essaie de glisser imperceptiblement vers le non-sens ou l'imaginaire ou quoi. Mais il faudrait que je me décide à écrire un peu sur le Grand Feu, sur le 49e. J'ai toute une documentation sur toutes les chapelles de Gauzet. Il faudrait que je mette ça un peu au propre. Et voilà. Et puis maintenant, je suis lancé aussi dans le petit déjeuner citoyen. Donc Oui. là aussi, ça prend du temps et de l'énergie. Est-ce que tu veux nous expliquer de quoi il s'agit? Ben oui, ça vient aussi un petit peu d'un départ, c'est que tu avances en âge et quelques mois avant le mois de décembre passé, je me suis assis à la table du living chez moi. Je dis, ben, c'est quand même, nom de Dieu, pas possible que je vais attraper 75 ans. Et bon, ça te fout quelque chose. Quand tu dis, ben oui, alors on le rend plus, 75, mais si tu comptes bien, les gens, ils vivent à peu près convenablement jusqu'à 80. Après, ils ne savent plus faire leur jardin, ils ont des problèmes. Donc, il me reste 5 ans. Non, déjà, mais j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc, aussi, de dire, bon, ben, c'est comme ça. La fin, elle arrivera. La mort, elle arrivera un jour. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Comment faire pour arriver sereinement dans cette issue naturelle? Donc, c'est pas tellement... Bon, peur de mourir, bon, sans doute que j'ai peur comme tout le monde, mais de dire, bon, comment essayer quand même d'être relativement en paix avec soi-même et tout, et bon. Et en pensant à ça, j'ai rencontré mon ami Jean-Marie, qui faisait un peu des réflexions dans ce style-là, et qui s'occupait un peu du troisième âge, et hop, nous voulons brigader dans cette affaire-là. Et donc là, on fait des réunions une fois par mois, petit déjeuner citoyen, donc un croissant et un petit pain au chocolat de bonne qualité, avec un intervenant qui est souvent de très bonne qualité aussi, et puis un débat sur différentes questions qui intéressent les gens. Donc on fait aussi des sondages pour savoir qu'est-ce qui... Et ici, concrètement, les sondages, ça avait été comment remettre de l'humanité dans le monde, les conflits, Ukraine et Palestine, et 3, c'était l'extrême droite. Et donc on essaye d'avoir des gens qui viennent parler de ça, et puis on débat dans une perspective autant que possible plurielle, pluraliste, au niveau tant des intervenants que des gens qui participent. Donc on essaie que ce ne soit pas un seul point de vue et qu'on puisse débattre sans se battre et accepter qu'on n'ait pas la même vue, mais qu'on puisse au moins se le dire. Et c'était très intéressant, par exemple, d'avoir avant les élections, des responsables politiques. On a eu des ministres, secrétaires d'État, présidents de parti. Donc on a vraiment eu des gens de... Malheureusement, tous ces partis ne nous envoyaient que des hommes. Bon, c'est un peu dommage. Mais ça permettait aussi que le public ait en face de lui une personne avec qui débattre, qui prenait consistance humaine, quoi. Ça ne devait pas faire un tribeur à la TV, dans des... Non, on pouvait discuter en étant d'accord, pas d'accord. Et il nous semblait que le gars en face, le politicien, il avait sans doute plus facile aussi d'accepter d'être un peu remis en cause par des gens du terrain en disant peut-être bien que, je ne dis pas que ça va les faire changer d'avis, mais qu'ils vont quand même un peu réfléchir. Et donc ça c'est intéressant et les gens se retrouvent. Ça fait une 50aine de personnes à peu près à chaque fois. Et je ne sais plus si tu l'as dit, c'est une fois par mois? C'est une fois par mois. Et ça se fait où? Ça se fait normalement à la cafette du hall polyvalent, mais qui sont en travaux, donc maintenant on a dû parfois trouver des solutions alternatives. Mais là on est bien reçu, l'endroit convient bien, le volume est bon. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens après continuent à bavarder un peu ensemble, et c'est une bonne convivialité, quoi. Et où est-ce que vous allez chercher les participants et les participantes? C'est comme ça, bouche à oreille. C'est vraiment le bouche à oreille. Mais l'Internet, et puis... Et si jamais, oui, c'est ça, mais si jamais quelqu'un nous écoute, donc ça s'adresse à des personnes retraitées, c'est ça? Oui.
Mais on n'est pas fermé. On a eu un agronome de Merle-Château, un type vraiment de terrain, qui n'était à la fois ni dogmatique écolo 100%, ni production à tout craint, mais qui connaissait vraiment bien les choses. Et là, on a eu un grand-père retraité agriculteur avec le fils et le petit-fils. Tu vois, donc là, on a eu une représentante de Madame Maï sur la pauvreté en Wallonie. Donc, Madame Maï n'a pas souvenir d'agréger quelqu'un. Donc là, j'ai contacté le CPAS et ils sont venus à 3. On essaie de voir aussi, de donner l'information à des gens qui sont plus ou moins concernés par le sujet, quoi. Ouais, d'accord. Et si quelqu'un nous écoute et souhaite rejoindre les petits déjeuners citoyens, les déjeuners citoyens, pardon. Non, le petit déjeuner citoyen, c'est ça? Oui. Comment on fait? Pour aller chercher les informations. Oui, le mail, c'est pierre.dejardin@skynet.be. Et alors, il y a un numéro de GSM aussi, mais... Oh, le mail, c'est suffisant, je crois. Oui. Ouais. Mais oui. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui traîne sur Internet. Oui, non, pas beaucoup. Ok. Est-ce que tu as l'impression qu'on a abordé tout ce que tu espérais aborder ce soir? Oui. Ce qu'il y a, c'est que vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez mis en marche un tas de trucs. Ça, et tu verras, si c'est comme pour certains qu'on a invités, demain, tu vas avoir le truc de pourquoi j'ai pas parlé de ça. Bon, oui, ça, évidemment. Pour les gens, ça faut savoir. Tout le monde nous le dit. Les invités nous appellent régulièrement en disant j'aurais dû dire ça. Il y a un truc à faire avec ça, Théo. Il va falloir qu'on... Une rubrique j'aurais dû dire. Une rubrique j'aurais dû dire. Oh, ce serait marrant, ça. Ouais, mais moi, l'insistance, c'est vraiment la rencontre. Que c'est ça qui m'a fait. C'est aussi les mauvaises rencontres qui font que des gens sont défaits. Et donc ça, c'est capital, ça. Tu veux dire par rapport à ce que tu disais au début de l'épisode, que tu n'es pas un self-made man? Mais, notamment, oui. Tu t'es fait par les rencontres et défait par d'autres rencontres, du coup, c'est... Oui. Et alors, il y a aussi le fait que finalement, quand je regarde bien, je n'ai jamais demandé... J'ai pas demandé de faire partie de... Les petits déjeuners, c'est parce que j'étais voir le Jean-Marie en question qui me dit viens, oui. Puis j'ai été comme participant, et puis je suis accroché, et puis voilà. Je fais partie des artistes de Tudini. Roger Foulon me voit et me dit ça y est, Kédi, on va créer chez les artistes de Tudini une section journaliste et cinéaste, et comme ça, tu viendras. J'ai pas demandé pour aller aux artistes. Le chat, c'est le même. Tu vois, mais bon, c'est comme ça. C'est quand même un point commun avec quelques invités où j'en ai au moins 3 ou 4 en tête qui nous disent moi, en fait, j'ai pas demandé à être là et on est un peu là et ça s'est fait comme ça. Oui, on n'a pas parlé de la guerre de 14-18. Ça, c'est aussi un monument. Oui, c'est... Et alors, là aussi... Oui, c'est ça, mais en fait, quand tu parles du 49e, c'est ça, c'est ça, hein. Oui. C'est la marche qui est organisée de reconstitution d'une bataille. Commémoration. Pardon. Ouais. Toi, tu es dans le comité d'organisation. Non, moi je suis... Non, ça c'est la marche est autonome, et moi je fais la partie un peu historique, si tu veux. Mm-hmm. Mais on est en contact et en lien, quoi. Hein, mais... Et vous aviez créé une reconstitution de l'église que tu expliquais quand on s'est rencontrés. Et donc, ce qui est particulier à la marche de Gauzet, c'est qu'ils viennent dans l'église parce que l'église, la soirée du 23 au 14, a été libérée. Enfin, on a enlevé tout le mobilier, les chaises, les prie-dieu, tout le bazar, pour entrer de la paille, des matelas, pour en faire un hôpital de campagne. Et donc, il n'y avait pas de prêtre. Donc, ils ont même dû forcer la porte, parce que le prêtre avait évacué comme les autres. Et donc, ils passent dans l'église. Les Allemands, ça. Les Allemands. Et donc, mais ici, j'ai un neveu qui avait même retrouvé une photo, c'est la première fois qu'on la voit, avec le mobilier en dehors de l'église, c'est une série d'Allemands qui sont devant, donc c'est un document qui corrobore tout à fait l'histoire. Et donc, les marcheurs, ils entrent dans l'église,
il se stationne quelques instants où on rappelle un peu cet événement-là et on rappelle un peu pourquoi le 49e. Mais il n'y a pas de... Il y a rien de, la démarche n'a rien de religieux, tu vois. Et ça, je trouve que c'est important. Ça a vraiment du sens d'entrer dans l'église pour ça, mais c'est pas pour ça qu'il y a un discours religieux qui doit être dit, puisqu'il... oui, ça n'a rien de religieux. Ça c'est pas là l'intérêt, non, quoi. ça... Ouais. Tu vois, ça c'est... Et alors là, de nouveau, la 14-18, ça commence un samedi de janvier en 89. Je disais encore l'autre jour, il y a Georges Lurquin qui vient, on était amis, et les femmes s'entendaient bien aussi. On avait fait un petit peu d'histoire, un peu de généalogie, puis on s'entendait bien, quoi. Et il vient un samedi en fin de matinée, et il me dit, qu'il dit, 89, 75e anniversaire de la bataille de Gauzet, je fais un comité, je t'ai mis dedans. Et je dis, écoute, Georges, t'es bien gentil, je t'aime bien et tout, mais écoute, moi, je sais pas qu'il y a eu une bataille de Gauzet en 14, et deux, tu sais, moi, les affaires militaires, ça fait rien, qu'il dit, je te passe ma documentation, toi, tu t'occuperas de faire une exposition pour expliquer aux gens, comme ça, tu vas chercher. Tu vois, je ne connais pas, donc je cherche. C'est un peu le même procédé que pour le village. Et moi, je m'occupe de recevoir la musique française de l'île, de machin Paris, des trucs comme ça. Et donc, on s'est lancé là-dedans, et c'est comme ça que je suis parti. Et alors là, aussi une documentation extraordinaire, alors qu'il n'y a pas d'éléments concrets. Et au cimetière militaire de Leu, à l'entrée, il y avait un panneau explicatif avec tous les endroits où il y avait des conflits. Gauzet n'était même pas dessus. Gauzet était vraiment éliminé de l'histoire. Mais ça avait été une lourde défaite avec beaucoup de pertes pour les Français aussi. Oui, donc c'est pas un truc anecdotique. Non, c'est pas du tout anecdotique. Mm-hmm. Et mon ami Paul Furlan disait, mais ça ressemble à quoi qu'il dit, vous faites une fête alors que c'est une bataille, que c'est en fait une défaite et qu'il y a beaucoup de... Mais c'est pas une fête, c'est une commémoration, c'est un hommage, quoi, quelque part. Un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire. Ouais. Et donc là, oui... et ça a lieu encore chaque année maintenant. Oui. À quelle période de l'année En août, du coup. Fin août. Ouais. Et maintenant, ça va être le 23-24 août, donc vraiment à la bonne date. Oui. Et alors, ça a créé des liens, parce que sur le territoire de Gauzet, il y a eu plus d'1 millier de tués, dont plus de 500 Français, dont on a les coordonnées, on sait de quelle commune. Et donc, un neveu et mon épouse ont envoyé des mails à toutes les communes. Oh ouais, faut le vouloir, hein. Et alors, il y a 10% qui ont répondu. Mais il y a des gens qui sont venus, et donc nous, on a été aussi. Et donc, je la Sparin, parce que là, il y en a deux jeunes qui ont été tués à Gauzet, et on avait des contacts avec le gars qui s'occupait des anciens combattants là-bas, et puis eux sont venus aussi. Et oui, ça, c'est une documentation fantastique, et c'est des contacts qui sont très amicaux. Donc, nous, on est retourné par là, on échange un tas de renseignements, mais aussi on échange sur la vie. Eux, ils ont des recettes de cuisine de par là, donc les femmes s'échangent des recettes, et toutes sortes de... Ça crée du lien social, quoi. Hein, tu vois, ça c'est bien chouette. Pour conclure l'épisode, je partirais bien dans un truc un peu philo. Parce que tu as dit une phrase tantôt, c'est que tu t'es réveillé un matin et tu t'es rendu compte que tu n'allais pas pouvoir faire tout ce que tu aurais voulu faire de ta vie. Et que du coup, il fallait faire le deuil de ça et faire en sorte d'être en paix. Comment tu vas faire ? J'ai été à une conférence à Fos-la-Ville. C'était une psychologue suisse, je crois que c'était une psychologue. En tout cas, c'était une Suisse, qui, le thème, c'était « Mourir vivant ». Et alors, elle donnait quelques conseils
de façon de vivre. Et j'en ai retenu un. Je voudrais que je revoie mes notes pour voir. Mais en tout cas, celui qu'elle disait, c'était qu'il fallait prendre la vie un peu comme elle venait et se libérer des carcans qui nous faisaient croire qu'il fallait absolument faire ci, faire là. Et donc, prendre les choses beaucoup plus sereinement. Et tourne la pelouse, ben oui, si tu as le temps, tu la fais. Si tu n'as pas le temps, tu la fais pas. Et ne pas devoir se conformer à toutes sortes d'histoires de ce genre-là. Et voilà. Et aussi savoir sérier ce qu'on a envie de faire. Hein. Donc, dans ma vie, je voudrais faire ci, ça. Eh bien, bon, ça, c'est pas possible. Et essayer de le faire. Et alors, tu l'as fait, donc tu es content. Hein. Et tu suis ton petit circuit. Et ça, c'est une scène de quelques... Et alors, et prévoir aussi. Prévoir un peu ta fin de vie, quoi. Mettre un peu de tes affaires en ordre, comme on peut dire. Ça aussi, ça te soulage. Ça fait un stress en moins, quoi. Hein. Donc, mais bon, ça, c'est pas facile. Donc, j'essaie de trier, notamment des choses. Parce que j'ai dû vider la maison des parents et des beaux-parents. Mais quand tu vois le boulot que ça a été, je voudrais bien que mon fils n'ait pas tout ce bazar. Et donc, aussi, au niveau de mes notes, que ce soit un peu en ordre, qu'on puisse en faire quelque chose. Parce que si je laisse tout ça comme ça, ben non. Que toi, t'en fasses quelque chose. Ouais. Surtout. Ouais. Si j'ai le temps. Ok. Est-ce que tu as encore un message à adresser aux personnes qui vont nous écouter ? Le message que je voudrais faire passer, c'est que de faire attention aux gens qu'ils ont en face d'eux et d'abord ne pas les juger et essayer chacun a quelque chose d'intéressant à partager et faire attention à ça. Et on a la vie bien plus facile en faisant ça. Mais chacun a quelque chose d'intéressant à partager. Et alors, ce qui me scie, c'est tous les jugements à l'emporte-pièce qu'on voit notamment sur Facebook et machin pareil. S'il vous plaît, un peu de recul et qu'on ne juge pas les gens comme ça, vite fait, bien fait. Et en plus, parfois, sans aucune vérification des sources. Hein. Ça, faire attention à ce qu'on dit. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, oui. Merci beaucoup aussi. Et à bientôt pour un prochain épisode des Gros Mollets. Des Gros Mollets.